Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux, des réunions depuis toujours entourées de mystères. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey,
Des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. La voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Eh bien, nous sommes aujourd'hui jeudi 6 juin 2013. Nous sommes à Watford pour couvrir le Bilderberg comme promis. À notre arrivée, on a eu droit à la fouille des sacs, bien entendu. On a eu droit au détecteur de métaux. Mais dans l'ensemble, l'accueil des policiers a été relativement sympathique. Alors, il y a quand même eu un périmètre de sécurité bien renforcé ici. Il y a des caméras de sécurité. Les hélicoptères ont tourné au-dessus de nous à peu près toute la matinée. Mais comme je vous le disais, les policiers sont relativement sympathiques avec nous. Ils nous ont octroyé une espèce d'enclos, on va dire, à l'intérieur même du Groove Hotel, d'où nous vous parlons aujourd'hui. Alors cet enclos a été donné sous pression des citoyens et des manifestants du Bilderberg. Donc les gens du Bilderberg et de la ville de Watford ont cédé à ces pressions. Et aujourd'hui, on peut vous parler donc de l'intérieur du Groove Hotel. Alors ce que vous entendez, c'est encore l'arrivée des participants du Bilderberg sous les huées. Voilà. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir, des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Côté belge, c'est Étienne d'Avignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Good morning, Mr. Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Je suis pour faire beaucoup de commentaires. Mais très bien. Très bien, c'était positif?
On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde. Vous pensez pas que ça fait une influence, par exemple, Herman Van Rompuy, qui est président de l'Union européenne, a été reçu par ce groupe 4 jours avant, et après il était nommé président de l'Union européenne, mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe peut avoir un effet? Oui. Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction de leurs propres critères, avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres d'ailleurs. Angela Merkel a été reçue à ce groupe 1 an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, 1 an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent? Coïncidence est troublante quand même. Il y a beaucoup de coïncidences dans la vie. Vous la reprendrez en vieillissant. Bilderberg, on est dans le disque dur des maîtres du monde. Oui, je pense vraiment. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi on ne parle jamais du Bilderberg. Parce qu'il y a les gens les plus importants du monde qui se réunissent et rien ne filtre. Donc ça pose des tas de questions. Ouais. Est-ce que c'est vraiment démocratique d'organiser? Alors j'avais posé, je me souviens très bien, des questions à Devedjian qui avait participé à une telle conférence. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Ils invitent à peu près quoi, 150 personnes? 150 personnes. Mais à la tête, il y a une dizaine de membres. Et ces gens-là, alors ils font quoi? Je pense qu'ils choisissent les thèmes, ils choisissent qui vient l'année prochaine, voilà, et puis ils font passer, une fois que le Bilderberg a eu lieu, j'imagine qu'ils font passer les décisions, les tendances qui ont été évoquées. Mais ces tendances, tu veux dire, elles influencent jusqu'au G8 ou au G20?
Moi, je me pose beaucoup de questions sur ce Bilderberg. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ça devienne un lieu de qu'on discute de ce qui s'y passe. J'aimerais savoir. J'ai pas enquêté sur les liens directs entre Bilderberg et Relations internationales l'année dernière. Je trouve qu'il y a un certain nombre de coïncidences qui sont quand même tout à fait inquiétantes. Voilà. In 20-30 anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità, è mai possibile? La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, che ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA, quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67, e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie, grazie, grazie. C'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte je suis rentré et là il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse en fait. Ah bah c'était top, la super classe invisible et je reconnais Kissinger.
Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Ils disaient qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est que beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? C'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine.